Bonjour, bonsoir et bienvenue à cet appel. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Je m'appelle Mitchell Warren, je suis le directeur exécutif de AVAC et aussi président de l'Association des parties prenantes de TB Alliance. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre réunion biannuelle et nous avons tant à discuter en ce qui concerne la recherche en matière de tuberculose et les nouveaux traitements. Donc, on avait pensé que ceci euh, méritait d'avoir un appel à mi-année. Je vais vous communiquer quelques détails d'ordre logistique. Nous savons que nous avons des participants du monde entier dans des fuseaux horaires différents et dans des langues différentes. Nous avons une traduction simultanée et vous pouvez cliquer sur le globe interprétation en bas de votre écran. Et aussi, nous voulons entendre vos commentaires, vos réactions et nous avons qu'une heure, mais donc on vous encourage à mettre vos questions dans la boîte à discussion chat. Je suppose qu'après 2 ans et demi de cette réalité virtuelle, tout le monde est habitué à Zoom et à cette fonction du chat. Donc, voyez euh, mettre vos questions dans le chat et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, nous allons trouver un moyen de pouvoir répondre après ce webinaire. Et ce webinaire sera enregistré aussi et donc il sera disponible après pour ceux qui n'ont pas pu être en ligne aujourd'hui. Je voulais aussi dire un mot rapidement. Euh, J'imagine que vous connaissez très bien l'Alliance TB, mais TB Alliance est un pionnier dans la recherche, travaillant avec les communautés, avec les chercheurs, les scientifiques, les décideurs politiques, les développeurs de produits pour faire avancer le développement et l'offre de thérapies innovatoires contre la tuberculose. Et c'est vraiment un parcours remarquable que nous avons entrepris depuis des années et nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui pour parler des nouvelles innovations et transmettre ces informations sur ces nouveaux thérapies. Je suis fière d'être membre de l'Association des parties prenantes et d'être le président depuis plusieurs années, comme vous pouvez voir sur cette diapo. Il s'agit d'un groupe d'organisations très dynamiques et variées qui sont nos parties prenantes. En fin de compte, le travail qu'on fait, ce n'est pas une question uniquement de société civile, de gouvernance ou de développement de produits, c'est une question de nous tous travaillant ensemble. Et c'est dans cela que nous allons parler aujourd'hui. Pour vous donner un survol rapide de notre ordre du jour, je sais que nous commençons un peu en retard, mais nous espérons pouvoir, pendant cette heure, je vais, dans quelques instants, vous présenter le président de TB Alliance qui va vous donner un aperçu rapide et ses perspectives. Et ensuite, on aura un point sur la recherche opérationnelle en Ukraine. Et nous avons Natalia, chef de la recherche sur la tuberculose chez NIPP. Ensuite, nous aurons un débat d'experts et nous aurons l'occasion de reprendre vos questions que vous allez mettre dans le Q&A. Comme vous savez, l'OMS vient d'élaborer une directive rapide sur le passage à l'échelle des traitements contre la tuberculose et on voulait discuter de cela avec vous tous. Mais avant de procéder, je voulais présenter rapidement un nouveau collègue qui vient de se rejoindre à l'équipe TB Alliance comme vice-président Pietro Ciurelli. Bienvenue à l'Alliance TB. Merci beaucoup, Mitchell. C'est un plaisir d'être ici et de faire partie de cette organisation fantastique et de pouvoir travailler avec l'Alliance et l'Association des parties prenantes. Merci beaucoup. Très bien, merci, Pietro. Même si la recherche est importante, ainsi que le développement de produits, tout ce travail commence avec les patients. C'est une question de travail axé sur les personnes que nous essayons d'aider, de traiter. Donc, je vais vous donner une vidéo, je vais vous présenter une vidéo rapide de l'Afrique du Sud d'un survivant de la tuberculose. La vidéo, s'il vous plaît. Avant d'avoir la tuberculose, je travaillais. Ensuite,
je me suis tombée malade, je suis allée dans une clinique locale et j'ai découvert que j'avais la tuberculose. Je me sentais très faible. Il avait beaucoup de pilules. Je luttais contre les vomissements et la diarrhée et j'ai perdu beaucoup de poids. Après plusieurs mois de souffrance, Malpalessa a rejoint un essai clinique portant sur un régime court, entièrement oral pour lutter contre la tuberculose résistante. Je suis heureuse de cette façon, donc le programme m'a aidée. Si ce n'était pas pour cela, je serais morte. Merci, Mapaleza, et merci pour votre participation dans cet essai clinique qui nous a permis d'arriver à ce point-là. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mel Spiegelman, qui est le chef de notre alliance tuberculose. Et on aimerait vous inviter à nous donner une mise à jour du progrès de l'alliance. Oui, merci Mitchell et merci à tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui pour ce webinaire important. Aujourd'hui, nous voulons vraiment mettre l'accent sur les événements incroyables qui se sont déroulés au cours des derniers mois, qui nous ont amenés à ce point ici actuel en termes du potentiel de fournir des améliorations nettes, significatives dans le traitement contre la tuberculose. Premièrement, je vais commencer pour ceux qui ne connaissent pas le début de ce parcours. J'aimerais passer en revue rapidement le premier essai et ensuite les événements après qui nous ont amenés à ce point ici. Le premier essai, c'était l'essai NIX-TB pour le régime que nous en discutons aujourd'hui. Et les résultats ont été publiés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en 2020, les résultats ont été publiés. Et c'était un essai une étude qui examinait ce qui était à l'époque TB ultra-résistante, DRTB, et on a trouvé un taux de guérison de 90% dans cette population à haut risque qui auparavant avait de très mauvais résultats de l'ordre de 20 à 30% de guérison. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Merci. L'un des plus grandes caractéristiques de cette amélioration de ce nouveau traitement, c'était les taux de guérison, mais aussi le fait que ceci a amené à une réduction nette du nombre de pilules et de la durée du traitement. Lorsqu'on a commencé, c'était plus de 14 000 pilules, 18 mois ou plus. Et avec ce nouveau régime, c'est moins de 750 pilules et 6 mois de traitement. Et même avec l'ancien régime, le taux de succès était moins de 30%, et alors que maintenant, c'est plutôt 90% de réussite. Donc, c'est une amélioration nette. Prochaine diapo. Sur la base des résultats de cet essai NEXT-TB, nous avons formulé une nouvelle demande de médicaments avec l'USDA des États-Unis, le FDA, pardon, des États-Unis. Et nous étions très heureux de recevoir la réponse de la FDA qui a autorisé pour la première fois ce traitement avec prétomanide. Et c'était le premier médicament approuvé pour le traitement. Et aussi, ce qui est aussi encore plus important, ceci a jeté les bases pour l'acceptation de ce concept de développement de régimes et approbation des régimes de traitement. C'est le premier médicament approuvé pour le traitement de la tuberculose résistante dans le cadre d'un régime spécifique, pas simplement ajouté à 4 ou 5 autres médicaments, mais c'est une recette distincte, si vous voulez, et un régime spécifique. Donc, on a ce régime de 6 mois, 3 médicaments entièrement oral qui avaient été étudiés en tant que régime concret. Prochaine diapo.
on ne voulait certainement pas arrêter, même à ce point-là. Donc, tout de suite après la publication des résultats de l'essai NIX-TB, on a procédé avec plusieurs partenaires pour essayer de découvrir d'autres améliorations dans ce régime BPAL. Et tout cela nous a amené au point où on a soumis à l'OMS l'an dernier une demande d'examen supplémentaire en termes de directives et de conseils pour les pays. Et ceci comprenait les données non seulement de l'essai NIX-TB, mais aussi un autre essai subséquent qui s'appelle ZENIX et un autre essai par MSF qui s'appelle l'essai TB Practical. Les données soumises à l'OMS intégraient les données sur les données de toxicologie testiculaire préclinique qui étaient un problème dans d'autres études antérieures, aussi que les changements hormonaux masculins pendant les essais cliniques et aussi une enquête de paternité. Et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi toutes ces données ont été importantes et les données hormonales ont été déjà publiées dans le Journal Union. Et je suis conscient du temps, donc je vais procéder un peu plus rapidement, mais si on pouvait passer à la prochaine diapo. On avance donc et ces données ont été soumises à l'OMS et l'OMS a procédé de manière très rapide et a élaboré des lignes directrices pour nous guider dans l'utilisation de l'application de ces régimes BPAL qui avait été l'objet de ces études. Et de manière très rapide, même s'il s'agissait d'une quantité de données énorme qu'il fallait être évaluée, il y avait une communication rapide récemment publiée par l'OMS avec les points suivants, et je vais lire cela parce que c'est tellement essentiel, que le régime BPALM de 6 mois, comprenant les 3 médicaments bédaquiline, prétomanide et linezolide, aussi examiner initialement la moxifloxaline, peut être utilisé de façon programmatique à la place du régime de 6 mois ou plus, 600 mg et donc utilisé, comme j'ai dit, de façon programmatique à la place des régimes de 9 mois ou plus. L'autre point important, c'est que ce régime peut être utilisé même sans moxifloxacine, donc les 3 médicaments de BPAL, en cas de résistance documentée aux fluoroquinolones. Si les fluoroquinolones n'étaient pas efficaces, les 3 médicaments seuls ajoutaient énormément d'avantages pour les patients. Et la dernière information que je voulais souligner dans cette communication rapide, c'est que de nouvelles données sur la sécurité du prétomanide basées sur les évaluations hormonales dans les 4 essais cliniques et une enquête de paternité ont été également évaluées et ces données ont largement atténué les préoccupations antérieures sur les toxicités pour la reproduction. Ceci jette donc la base de notre discussion aujourd'hui, notre débat d'experts, les vrais experts qui sont en position de pouvoir évaluer ce que cela signifie pour les patients et les impacts concrets pour les patients. Et comment nous pouvons faire, tout comme Mitchell a dit, tout ce travail ne vaut rien si on n'arrive pas à livrer ces traitements rapidement aux patients qui en ont besoin. Et la dernière diapo, je ne peux pas ne pas reconnaître toutes les organisations qui nous ont appuyés et qui ont permis ces avancées. Certainement tous nos donateurs qui sont listés sur cette diapositive, mais aussi toute une gamme d'autres partenaires. Je n'ai pas le temps certainement de lister tous ces partenaires,
mais j'aimerais surtout reconnaître ces partenaires ainsi que les patients qui ont participé aux essais cliniques. Un grand merci à tous ces patients qui ont accepté et qui ont accepté des risques potentiels pour leur vie pour essayer quelque chose de nouvel. Donc, ceci dit, merci beaucoup. On passe à la prochaine diapo et j'espère que nous aurons suffisamment de temps d'avoir une période de questions et de réponses pour tous ceux qui auraient des questions à poser. Merci. Formidable, Mel. Merci beaucoup. Et peut-être la question la plus importante est de savoir, eh bien, quelle est la prochaine étape et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant. Pour lancer ce débat, je vais montrer un témoignage d'un autre patient, Maria de l'Ukraine. J'ai travaillé dans une usine de fabrication de portes en Pologne. Il y avait beaucoup de poussière, c'était très nocif. C'est ainsi que cela s'est développé dans mon cas. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai découvert que j'étais infectée depuis plus d'un an. J'ai commencé mon traitement livre. Mon médecin m'a dit que si je voulais, je pouvais obtenir un meilleur traitement à Kiev. Je me sens très bien maintenant, je n'ai plus cette faiblesse. Je suis heureuse parce que je me suis rétablie. Je n'ai pas donc perdu beaucoup de temps. Si je devrais donner un conseil, je dirais que tout va bien se passer. Vous allez guérir, tout le monde peut se rétablir. C'est le conseil que je donnerai à tous les autres patients. Ça va aller. Merci, Maria. Et évidemment, c'est un parcours remarquable qu'elle a entreprise et je vais profiter de cette occasion de rendre hommage à Maria et Nathalie et toutes les personnes en Ukraine qui font face non seulement à la tuberculose, comme ce fut le cas depuis des années pour eux, mais aussi maintenant les événements horrifiques avec la guerre qui fait ravage depuis des mois. Et Natalia Litvinenko va faire une présentation qui est très importante parce que la recherche est significative seulement si nous pouvons traduire cela en action opérationnelle avec des résultats positifs pour les patients. Donc, je vais donner la parole à Natalia Litvinko, une chercheuse en Ukraine. Chers collègues, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Natalia Litvinko. Je travaille à l'Institut national de la tuberculose de Kiev en Ukraine en tant que responsable du Centre de recherche sur la tuberculose pharmacologique. La mise en œuvre de BPAL a été réalisée dans des conditions de recherche opérationnelle en Ukraine. Il s'agit d'une étude pilote visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de la thérapie antibactérienne avec BPAL en Ukraine. La recherche opérationnelle a été menée à l'Institut national de la tuberculose dans le cadre du projet international mis en œuvre par OATH, une organisation ukrainienne locale avec soutien technique de KNCV et le financement du projet de partenariat StopTB. La planification a été menée à bien. 170 patients ont été dépistés dans BPAL et 154 patients ont commencé et continué le traitement BPAL. Et 97 d'entre eux ont eu un résultat de traitement avant la guerre avec la Russie, c'est-à-dire avant février 2022. Les résultats du traitement de la cohorte ukrainienne, 112 patients ont été guéris avec un traitement complet, soit 72,7% des patients. En outre, 30 patients continuent le traitement BPAL avec un pronostic positif et sans échec. Seuls 2 patients sont décédés et 4 patients ont été enregistrés comme perdus de vue. Cela représente 3,2% des patients. 3 de ces patients ont interrompu l'utilisation du BPAL et l'interruption du BPAL a été enregistrée chez 5 d'entre eux, soit 3,2% des patients. Des événements indésirables parmi les patients ont été enregistrés chez 79, soit 81,4%.
des patients, y compris des réactions indésirables graves et des réactions indésirables graves ont été enregistrées chez 37 patients, soit 38,1% d'entre eux. Les principaux effets indésirables étaient l'hépatotoxicité chez 24,7% des patients, la myélosuppression chez 38,1% des patients et la neuropathie chez 25,7% des patients. En Ukraine, les situations suivantes sont apparues après le début de la guerre. L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a été très agressive. 20% du territoire du pays a été occupé. Les hôpitaux ont été détruits dans certaines régions. L'accès aux tests de laboratoire était limité, surtout au début de la guerre. Et tout cela s'est accompagné d'une plus grande migration des patients. Comme je l'ai dit précédemment, seules 3 personnes ont interrompu leur traitement en raison de la guerre. Nous avons pu maintenir les patients sous traitement grâce à la vidéo DOT et grâce au transfert de médicaments aux patients avec le partenariat de nos organisations de patients, à savoir TB, Peuple Ukraine et NTP. Nous avons choisi de maintenir les patients sous traitement dans les conditions de guerre. Le régime le plus court avec un petit nombre de pilules comme Bepal est optimal. La plupart des patients sont guéris ou terminent leur traitement Bepal avec succès sans rechute. Tous poursuivent leur vie quotidienne sans restriction. En ce qui concerne l'avenir du traitement de la tuberculose résistante dans la pratique courante en Ukraine, nous aimerions qu'il inclue l'utilisation des innovations dans le diagnostic de la tuberculose comme le séquençage ainsi que les traitements de la tuberculose tels que les régimes Bepal et Bepal-M. En même temps, notre centre de recherche sur la tuberculose résistante à l'Institut national de la tuberculose est prêt à coopérer avec l'Alliance TB pour développer toutes les innovations dans le traitement de la tuberculose. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Natalia. Et avant de passer aux autres panélistes, on veut entendre une autre patiente des Philippines, de Ana Cristina. Je m'appelle Ana Cristina Pelayo, je viens de Magalang, Pampanga. On m'a diagnostiqué une tuberculose ultra-résistante en 2021 et maintenant, en mars 2022, je suis guérie de la tuberculose. Le premier traitement que j'ai reçu n'était que la première ligne, le traitement de 6 mois. Et puis, ça n'a pas marché. Ce régime Bepal était mon seul espoir car mon médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas de remède à ma maladie. Puis, les résultats finaux sont arrivés et le docteur Irène a dit que mes poumons s'étaient améliorés. C'était vraiment un miracle. Merci beaucoup, Ana Cristina. Maintenant, je suis ravie d'accueillir au nombre de personnes au panel. Nous connaissons déjà Natalia de l'Ukraine. Je peux présenter Louis Sepedateng, le président de TB People, Tuberculous People, les Philippines, Norbert Njeka, qui est le directeur en chef du programme de contrôle et gestion de la tuberculose au département de santé de l'Afrique du Sud, et Soubhanou Tsaou, le directeur adjoint du partenariat Stop TB. Ce panel représente vraiment le fait que tout cela ne peut arriver qu'avec la coopération. Nous allons commencer avec les 3 nouveaux. J'aimerais vous demander de décrire particulièrement donc cette nouvelle communication de l'OMS, ce que cela pourrait vouloir dire pour les programmes nationaux de la tuberculose. Kellyanne, Anna-Christine, vous étiez là aussi. Vous étiez là pour mener cette organisation. TB People, bonjour, bonsoir.
Je suis Louise Espedateng. Je suis donc survivante de la méningite. Et quand nous avons entendu parler de ces traitements, nous étions tous enthousiasmés, surtout avec ce que j'ai vécu avec 24 mois de traitement, avec les injections. Nous étions vraiment épatés par le développement de ces régimes. Ça sera 3 médicaments avec un traitement de 6 mois et dans plus de 20 patients par jour avec mon équipe. Ils nous demandent tous quelle est l'autre option, qu'est-ce qu'on devrait faire avec notre angoisse, avec nos effets secondaires indésirables. Et nous avons maintenant de bonnes nouvelles tous les jours. Nous répondons à leurs appels. Merci à l'OMS. Et je sais que tout est en marche pour que cela ait lieu cette année. Merci Louis. Norbert, on se tourne vers vous en Afrique du Sud. C'est un endroit où cela est aussi très nécessaire. Nous aimerions entendre votre perspective sur la communication rapide et ce qui va bientôt arriver. Merci beaucoup. Mitchell, c'est merveilleux. Pour nous, en Afrique du Sud, c'est vraiment comme Noël arrivé en été. C'est vraiment, on n'a pas pu croire quand on a eu de tellement bonnes nouvelles et ce n'est pas décembre. Cela va améliorer l'expérience des patients. Il y a quelques années, on a éliminé les injectables. Ils étaient très enthousiasmés. Après 1 an ou 2 ans, il y avait des défis pour les patients avec tant de pilules par jour et 23 en fait. En fait, vraiment, cette réduction du nombre de pilules, ça va améliorer l'expérience du patient et cela va aussi diminuer ceux qui sont perdus de vue et vraiment mener à des améliorations du programme de la tuberculose. Nous espérons pouvoir rendre compte de taux de succès de 80%. Il n'y a pas longtemps, c'était 50%. Maintenant, nous sommes vers 60-65%, mais 80-90% serait merveilleux. Il y aura moins d'essais, il y aura moins de tests au laboratoire, moins d'argent de la poche du client ou du patient pour se déplacer vers notre site. Cela va améliorer la capacité de notre personnel de faire ce travail. C'est facile à expliquer. Et quand vous avez une réaction excellente du patient, cela motive le personnel de continuer. Nous sommes vraiment passionnés et nous nous attendons avec impatience à introduire cela avant la fin de l'année et vraiment à remercier l'univers pour ses bénédictions avant Noël. Merci. Je sais que c'est Noël, c'est, pardon, l'hiver déjà chez vous, alors c'est peut-être apte que vous ayez donc eu un Noël précoce. Alors maintenant, la prochaine question, qu'est-ce qui va maintenant avoir lieu? Je pense que vous êtes en sourdine en fait. Merci Mitchell. Je pense que le conseil rapide de l'OMS était vraiment un bond en avant. Nous sommes très enthousiasmés. Je vais donc souligner quelques éléments. Nous sommes vraiment passionnés pour voir si d'autres seraient aussi enthousiasmés. Mais elle a dit que s'il s'agit d'un régime plus simple, plus court, c'est clair. Je ne vais pas donner de détails. Deuxièmement, je veux donner des détails. Norbert y a fait allusion. Toute chose qui est nouvelle, nous avons une crainte que ça sera plus coûteux. Ce régime ne l'est pas. Si vous vous penchez sur le coût moyen de ce que les pays dépensent sur un régime de tuberculose résistant aux médicaments,
c'est moins que ce que ces pays dépensent. Je veux souligner qu'il s'agit d'une nouvelle science, une nouvelle thérapie qui nous arrive, qui n'est pas forcément moins chère. Donc, la mise à échelle est logique. Numéro 3, c'est axé sur les personnes. Souvent, nous pensons au système de santé. Le système de santé a acheté tous ces médicaments, comment détruire ces médicaments. Mais ce qui est très important dans ce régime, c'est vraiment que la personne est au centre. Il y a une réduction énorme des pilules. L'engagement avec le système de santé est réduit à 6 mois. Ce sont de grands avantages pour les patients. Et pour ce qui concerne le partenariat, nous avons 4 divisions avec qui nous travaillons pour la technologie, la thérapeutique. Vous avez entendu Natalia, elle a parlé de l'étude et de la recherche. Cela a été financé par l'initiative Stop TB. Nous voulions financer davantage, nous n'avons pas pu le faire, mais nous allons rechercher donc comment améliorer ce côté financement. Et puis, cette installation mondiale du médicament, les pays peuvent acheter ce médicament, les prix sont sur la liste. Il faut simplement envoyer la demande à cette installation, Global Drug Facility, et puis nous jouons un très grand rôle dans le plaidoyer. Le partenariat Stop TB a donc un partenariat mondial. Nous avons donc un travail de plaidoyer au niveau national dans plusieurs pays. Cela pour vraiment éclairer la mise à échelle, le diagnostic et les aspects thérapeutiques. Nous avons aussi dans de multiples pays de nouvelles opportunités qui vont se présenter où nous pouvons offrir un soutien technique aux pays pour renforcer leur plan et leur stratégie nationale et différentes propositions mondiales et donc aider avec la mise à échelle. Merci. Je veux vous remercier tous pour de merveilleux commentaires, pour la rapidité, donc aussi de vos présentations pour qu'on puisse répondre aux questions et j'encourage tous les participants à continuer à afficher vos questions. Je veux rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, le fait qu'il s'agit d'une approche axée sur les personnes. Peut-être me tourner vers vous, Louis, quand on pense aux personnes qui ont besoin des médicaments, comme les récipiendaires des médicaments, mais vous avez lancé une organisation qui vraiment est quelque chose qui fait avancer cette approche du traitement axé sur les personnes. Et puis donc, pouvez-vous nous parler du rôle de la société civile pour avoir accès donc à ces médicaments pour les patients et le rôle des groupes communautaires? Je peux partager une histoire qui a eu lieu il y a quelques semaines. Nous assistions une personne qui avait la tuberculose et était une personne du 3e âge. Nous voulions offrir une assistance virtuelle à ce patient, mais l'agent de santé a dit « Je ne peux pas inscrire la personne parce qu'elle n'a pas donc certaines exigences. » En fait, elle n'avait pas de politique de police correcte. Donc, là, il a fallu dire qu'il fallait inscrire la personne avec ou sans police. Notre rôle, donc, une fois que BEPAL fasse partie des soins primaires, il faut qu'on puisse surveiller cela pour être sûr que les processus soient suivis. Aussi pour les personnes comme moi qui ont un handicap, être sûr que ces personnes sachent nous aider. Il faut s'assurer que ces prestataires de santé comprennent tous ces nouveaux régimes et on sera là pour les surveiller et les contrôler. C'est merveilleux. Le contrôle est si important et la surveillance. C'est un rappel avec les merveilles des pilules. Ce n'est pas le programme. En fait, ce n'est pas le médicament, mais le programme. Pour ce qui concerne aller de l'avant avec cela, une question est entrée pour vous, Norbert, quant à comment l'Afrique du Sud passe d'une recommandation de l'OMS à
la mise à échelle au niveau national? Merci pour la question. Pour nous, ce qui est critique, c'est la préparation. On ne peut pas se réveiller et dire qu'on n'était pas préparé parce qu'on était conscient de Bepal M. Beaucoup des données sont sorties de l'Afrique du Sud. Beaucoup de nos personnes ont contribué à cela et nous voulons être le premier programme à vraiment déployer ce traitement parce que c'est le moindre qu'on puisse faire pour ces personnes qui ont contribué à cela. Alors, nous nous préparons depuis quelques années. Nous avions décidé de mettre à échelle notre programme d'accès clinique de PayPal à 5 provinces. Maintenant, il s'agira pas d'une nouvelle recherche, il s'agira d'une mise en œuvre programmatique. Nous travaillons avec nos partenaires qui nous soutiennent dans ce programme et nous ont donné ce dont on a besoin, le coût de la formation. Nous avons parlé avec toutes nos provinces pour identifier leurs besoins. Nous avons des fonds de Global Fund, du Fonds mondial pour acheter des médicaments. Les médicaments sont déjà dans le pays, c'est positif, il inclut la prétomanide. Maintenant, nous voulons acheter la prétomanide, mais aussi avoir le feu vert du Conseil de santé nationale. C'est l'organe qui régit ces soins dans nos provinces. Et là, nous allons pouvoir acheter les médicaments pour ce qui concerne les finances. Nous avons des fonds du Fonds mondial. Il y a aussi une subvention du gouvernement pour soutenir les nouvelles initiatives. Nous sommes bien préparés et nous sommes sur la bonne voie pour la mise en œuvre. Merveilleux. Et c'est vraiment très important de comprendre toutes les étapes. Natalia, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Nos pensées sont avec vous. Vous avez parlé de la recherche opérationnelle dans votre présentation. Pouvez-vous parler de comment vous faites la transition de la recherche opérationnelle à l'utilisation programmatique? Beaucoup ont posé des questions quant aux distinctions. Peut-être que vous pouvez nous donner des détails. Merci beaucoup pour cette question. C'est très important parce que les conditions de recherche opérationnelle sont très importantes et sont solides. La surveillance doit être là pour les régimes prescrits. Et donc, au niveau programmatique, nous avons amélioré ces approches. Si nous utilisons ces approches sous des conditions de recherche opérationnelle, il faut qu'on les utilise aussi dans la pratique routinière. Parce que dans la pratique routinière, nous n'avons pas si on n'a pas une surveillance solide, on ne recevra pas de bons résultats. Et nous ne recevrions pas cette efficacité de traitement élevée pour les résultats positifs. Aussi, ce qui est important, c'est comprendre, donc c'est la compréhension des patients de ces régimes de traitement. Et il faut aussi améliorer le soutien psychologique pour les patients. Tous les patients ont besoin de soutien psychologique et ont besoin de recevoir des informations sur ce régime. Tous les patients
doivent comprendre pourquoi ce régime est meilleur pour eux. Par exemple, nous parlons avec nos patients de l'analyse comparative, un traitement de 9 mois, de 6 mois, de 18 mois. Et là, les patients vont comprendre. Avec Bepal et Bepalem, c'est mieux pour les patients maintenant. Et les patients peuvent comprendre cela. Et s'ils comprennent, nous n'avons pas de problème avec la conformité et l'adhésion au programme. Et le soutien psychologique peut améliorer les résultats dans la pratique, pas simplement dans la recherche opérationnelle. Et les effets secondaires, les effets indésirables, il est important que les patients comprennent différents types d'événements ou d'effets indésirables, les symptômes de ces effets. Les médecins, les infirmières, les services médicaux pourraient avoir un niveau donc sont au même niveau que les patients. On parle aux patients comme amis, pas avec cette relation ou ce rapport de médecin-patient. Nous traitons vraiment ces patients comme des amis et nous avons une très bonne conformité avec les patients. Ce n'est pas un problème avec ce régime amélioré. Nous n'avons pas un taux très élevé de patients qui sont perdus de vue. Juste 5 personnes sont inscrites ou enregistrées comme perdues de vue. Mais pour 3, c'était une raison et 2 patients pour une autre raison. C'est un point très important et cela rebondit sur ce que Norbert a dit. Vous avez parlé de passer de 50 à 80%. Nathalie aussi. Nous avons une très bonne question. J'espère que je ne vais pas trop mal prononcer le nom du programme de télévision nationale du Yémen, le Dr Abdelaziz Al-Bari, qui pose une question. Je vais commencer avec vous, Saou. La question a trait à si la recherche opérationnelle est toujours nécessaire. Est-ce que c'est une exigence? Est-ce qu'on peut maintenant utiliser le régime BEPAL sans recherche opérationnelle? Je me demande si vous avez des idées à cet égard de votre partenariat. Oui. Avec l'orientation actuelle de l'OMS, il est possible de l'utiliser sans passer par une recherche opérationnelle. Vous vous rappelez que la directive précédente était de réaliser ce régime sous une recherche opérationnelle. Maintenant, l'OMS recommande de le mettre en œuvre sous mode programmatique. La majorité des patients dans un pays seraient éligibles pour un tel régime BEPAL ou BEPALEM. Donc de 6 mois. Je recommanderais donc d'avoir une mise en œuvre à échelle complète en mode programmatique. Je sais que les pays ont leurs propres mécanismes réglementaires et leurs propres lignes directrices. Il faut adapter ces lignes directrices à ce régime. Ce comité, cet organe qui existe devrait pouvoir se réunir et donner les recommandations nationales rapidement pour vraiment mettre à échelle ce régime en mode programmatique. C'est vraiment très utile. Et il y a ce problème que les pays doivent bien comprendre ce qui est approprié pour eux, mais ce n'est pas une exigence normale. Voulez-vous en parler de l'expérience sud-africaine? Les patients donc ont été la source de beaucoup de ces données autour de ces essais.
Y a-t-il des idées que vous avez quant à comment procéder plus rapidement qui pourraient être de bonnes leçons pour d'autres pays? Je pense que ce qu'il faut faire pour aller plus rapidement, numéro un, c'est donc parler au comité. Sao a dit quelque chose de très important. Et donc, les pays doivent donc passer en revue les preuves, donc étudier ce qu'a publié l'OMS. Il faut donc aligner les décisions. Beaucoup de pays ont donc des lignes directrices, ont des comités. Il faut faire la formation. Ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Avec cette approche, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer des lignes directrices sous format modulaire. Et donc, on change juste les parties nécessaires. Donc, nous avons un plan de récupération pour la tuberculose. Cela ne change pas le travail avec le laboratoire. Le suivi de laboratoire ne change pas. Nous étudions les problèmes dans les domaines précis qui ont besoin de modification, mais un élément que notre directeur général, donc pour ce qui concerne le comité, est donc dédié à la tuberculose. Ce comité a été vraiment une source d'appui important. Voici des actions qu'on peut prendre. Nous avons eu une réunion où nous avons invité 7 programmes médiatiques de la télévision pour partager des expériences. En fait, il faut qu'il y ait un engagement qui exprime que c'est quelque chose que l'on veut faire de façon collective dans nos pays. Et donc là, vous éveillez le désir. Dans le pays, j'espère voir ces recommandations en action. J'allais vous poser une question quant à cette fertilisation transversale entre les pays. C'est merveilleux d'entendre le fait que ces 7 pays vont se rassembler. Je voulais revenir, Melbert, à votre présentation de Christian Hour quant aux données probantes. Vous avez dit qu'on est passé de 1200 mg à 600 mg. La question est, qu'en est-il des données probantes? Merci, en fait. Alors oui, nous avons fait un essai Xenix qui a randomisé les patients à 4 groupes différents, qui a inclus non seulement 1200 versus 600, mais différentes durées, les 6 mois ou les 2 mois. Et pour vraiment résumer, et j'espère que ce travail sera publié très prochainement, nous l'avons déjà soumis. Je pense que ça se rapproche d'être accepté dans le journal. Mais l'essentiel a été que ce que nous avons vu avec 600 comparé à 1200, c'était essentiellement la même efficacité pour ce qui concerne le pourcentage de patients qui ont été guéris, mais une diminution importante dans les effets secondaires, surtout la neuropathie périphérale, mais aussi l'anémie et les effets immunologiques. Nous avons donc la situation où 600 est essentiellement équivalente pour ce qui concerne l'efficacité, mais bien plus donc sûre. C'était vraiment le fondement, cet essai clinique pour notre conclusion qui a été confirmée par le groupe de développement qui est maintenant donc en communication rapide. Merci, c'est passionnant et encore une leçon merveilleuse de la nature itérative. Ce n'est pas un essai, c'est toujours l'accumulation des études et des essais sur le temps. Je voulais revenir vers vous, quelqu'un de la RDC qui parle
des questions de la stigmatisation, de la discrimination. Ah, c'est Willy Nzigoudi. C'est un survivant de la COVID-19, de la tuberculose. Mais quand on parle de la souffrance, de la stigmatisation et de la discrimination, avez-vous des idées avant la fin quant au rôle des régimes simplifiés pour ce qui concerne la réduction de la discrimination et de la stigmatisation? Y a-t-il un chemin à suivre là pour l'avenir? Louis, vous êtes en sourdine. Oui, pour ce qui concerne la stigmatisation et la discrimination, il y a une solution. Pas tout le monde ne sait que la tuberculose continue d'exister et pas tout le monde va accepter qu'ils ont la tuberculose et des preuves cliniques de la bactérie. Ils veulent commencer à parler des différents régimes et utiliser le meilleur régime. Et donc, si vous leur parlez de cela, ils ne vont pas vous écouter. Moi, je suis vraiment reconnaissante pour la possibilité de faire cette éducation en ligne. J'ai maintenant 600 disciples à cause de notre nouveau régime et aussi le nouveau partenariat avec le CFCS que nous avons pu obtenir. Nous recherchons davantage de leaders dans le pays entier pour qu'on puisse être contacté par quiconque ayant ces problèmes en fait de penser en fait qu'elles sont une mauvaise personne. Ces stigmatisations continuent d'exister, ça va être un long périple. Il faut vraiment répandre la compréhension dans le pays entier, avoir des porte-paroles et donc faire une étude et s'assurer que les personnes à la base puissent comprendre. C'est fantastique. Et à ce moment de clôture, vous avez relevé ce que j'allais vous demander à chacun à la fin. Il y a Joda Abdo Mustafa qui a fait un commentaire quant au besoin d'aller plus rapidement de la politique à l'éducation, à l'engagement des parties prenantes. Je vais vous demander à chacun dans cette dernière minute de nous donner 30 secondes. Qu'est-ce que vous espérez va avoir lieu entre maintenant et Noël pour Norbert, la fin de l'année 2023? Quelle est la prochaine chose la plus importante qui doit avoir lieu? Natalia, à vous. Merci. Dans cette année, on aimerait utiliser BIPAL et BIPAL-M dans les essais de médicaments de routine. Par exemple, en Ukraine, on a commencé à utiliser le BIPAL en juillet 2022 parce qu'on a reçu cela en Ukraine maintenant et approximativement 100 doses de kryptonamide que nous avons reçues en Ukraine. On a commencé à utiliser BIPAL pour les conditions de recherche opérationnelle. On aura de nouvelles recherches opérationnelles et dans toutes nos régions, nous allons commencer cette recherche opérationnelle avec BIPAL et c'est vraiment le premier pas. Après, nous allons recevoir les recommandations de l'OMS sur l'utilisation de BIPAL et BIPAL-M dans les essais routines. Notre gouvernement ne comprend pas vraiment ce que nous utilisons ce qu'il faut utiliser maintenant dans les essais routines parce qu'on n'a pas encore les recommandations de l'OMS. Si, par exemple, on reçoit ces recommandations, nous allons utiliser BIPAL et BIPAL-M avec les essais de routine. Mais oui, ça va être donc la deuxième étape pour nous. La première étape, c'est BIPAL dans les conditions de recherche opérationnelle en juillet 2022. Très bien, merci Natalia. Norbert, quelle est la prochaine étape importante? Oui, j'espère
avoir Prétomanide pour traiter 3000 personnes dans les 2 à 3 mois à venir. Et notre directeur général prêt à approuver le plan. Donc, nous avons des fonds réservés pour le Prétomanide. Merci. Très bien, merci. Sahu, quelle est la prochaine étape importante pour vous? Oui, je pense qu'un régime BPAL-M de 6 mois va devenir la norme dans le traitement contre la tuberculose ultra résistante aux médicaments et pas l'exception. Et nous allons demander à tous les pays qui veulent adopter ce nouveau régime d'examiner leurs octrois du Fonds mondial et on pourrait les aider à trouver des fonds supplémentaires si nécessaire et aussi les aider dans l'achat des médicaments. Aussi, il faut se rappeler qu'à partir de l'année suivante, on aura un nouveau cycle de financement qui va commencer. Beaucoup de pays se préparent leur demande de financement. Donc, profitez de cette occasion et nous sommes à votre disposition pour toute aide technique. Merci. J'aime bien cet appel à l'action. Je vais ajouter aussi que tous les défenseurs TB, paludisme, SIDA, tout ce que nous pouvons faire pour nous mobiliser pour vraiment encourager un renouvellement de ce fonds, du Fonds mondial serait important. Oui, pour moi, je pense qu'il s'agit de motiver des efforts à la base, du bas vers le haut et aussi du haut vers le bas pour faire avancer cela d'une manière holistique, axée sur les patients, aussi axée sur les systèmes de soins de santé et qui a comme résultat un changement total en matière de traitement de la tuberculose résistante aux médicaments. Merci. Et Louis, la première étape importante. À vous. Je suis tellement reconnaissante pour tout cet appui international dont mon groupe a bénéficié. Et aux Philippines, je pense qu'on a été efficace pour trouver les bonnes informations et transmettre ces informations. Nous sommes tous en attente pour ce BPAL dans notre pays. Et je pense que le meilleur résultat serait le renforcement de notre système de santé. BPAL est maintenant dans la conversation que nous avons et nous allons transmettre toutes ces préoccupations que nous entendons de la base. Et d'ici 2024, j'espère que nous aurons la capacité de pouvoir initier cet ambitieux programme, ce nouveau régime. Et nous voulons vraiment être sûrs que tout ce processus va être appuyé aussi au niveau local par nos maires et nos autorités locales parce que cela va demander beaucoup de travail de la part de nous, les citoyens, les survivants, les écoles, les lobbies. Tout le monde peut faire en sorte que ce programme soit vraiment localisé et apporté au niveau local. Merci. Merci, Louis. Merci à vous tous. Vous avez tous fait preuve d'efforts remarquables et de cet effort d'aller plus loin et plus rapidement pour traduire tout cela en résultats concrets pour la santé publique. Et comme quelqu'un qui travaille plutôt du côté VIH que TB, c'est vraiment formidable de voir la façon dont nous pouvons avancer de manière collective avec ces avancées scientifiques et les transformer en réalité concrète dans la vie seule avec la tuberculose, aussi avec la COVID-19 et tuberculose, les nouveaux prophylaxis. Donc, en résumé, c'est une question de traduire ces produits en programmes qui sont axés sur les personnes et les patients. Et vous avez tous donné une liste de choses à faire remarquables et vous nous avez vraiment motivés à continuer à aller de l'avant plus rapidement. J'aimerais remercier tous nos panélistes et tous ceux qui sont dans l'association des parties prenantes et tous ceux qui sont en ligne. C'était vraiment un moment très opportune dans le domaine de la tuberculose et l'Alliance TB est vraiment sur le devant pour faire en sorte que ceci devienne une réalité pour les patients, mais pour aller plus rapidement avec les orientations, la recherche,
Merci à vous tous et je vous souhaite bonne santé et je suis vraiment très enthousiaste à l'occasion de pouvoir vous revoir prochainement et j'espère que la prochaine fois, ce sera en présentiel parce que je pense qu'on a fait trop d'écran pendant ces 2 ans et demi. Donc, restez en bonne santé et continuez à envoyer vos questions et commentaires à l'Alliance des parties prenantes et nous allons continuer à aller de l'avant ensemble. Merci.